mes recherches sont dans un domaine parapluie maintenant, ce qu'on appelle les humanités numériques, et qui couvre, parce que j'ai plusieurs spécialités, ça couvre le tout, c'est très bien. Et c'est largement pour ça que je suis basé dans une équipe de recherche à Grenoble, puisque ça fait partie des équipes phares en humanité numérique en France. On peut dire que c'est loin Grenoble, mais la réalité c'est qu'en fait j'y vais quasiment jamais. On se voit soit à Paris ou tout bêtement on travaille, on est tous en numérique, donc en fait on se voit tous les jours, mais tous les jours par numérique. Donc en fait ça veut dire que la recherche aussi se fasse d'une autre manière que dans le passé. J'ai pas besoin d'être face à face à mes collègues pour les voir très très souvent et d'échanger. Je suis aussi membre associé à TEMOS, donc le laboratoire d'histoire. Je suis historien de première formation, en fait archéologue de première carrière, mais ça date il y a plus de 40 ans. Et j'ai passé par la linguistique pour revenir à l'histoire, puisque je travaille sur l'histoire des dictionnaires en ce moment, mais d'une manière numérique. Donc, ce que je vous ai distribué là, c'est une page du Dictionnaire universel, l'édition de 1701. L'ouvrage, la version que j'utilise est à la BNF à Paris. Et même si je suis très gentil avec la dame, elle ne voulait pas que je parte avec, ce qui est dommage. Sauf que c'est évidemment un volume beaucoup plus important. Ce qu'on a ici, c'est largement rétréci. Ce qui a aussi des conséquences sur notre façon de travailler, puisque j'ai les yeux de mon âge. Et même si j'ai l'habitude de lire tout petit, c'est vraiment tout petit. Et si c'est tout petit pour moi, c'est tout petit pour les machines aussi. Et ça va poser problème. Donc, c'est une page tirée de la version PDF. Je vais revenir là-dessus. Je vais l'utiliser pour illustrer certains de mes propos, puisque l'intelligence artificielle, c'est parmi les deux outils d'informatique que nous utilisons dans le projet qui est en cours. Mais nous utilisons aussi l'apprentissage par machine. C'est pas la même technologie, c'est toujours informatique, et nous sommes en train de passer du parti apprentissage à une partie qui est intelligence artificielle, qui va rendre notre vie plus intéressante d'ici une dizaine d'années. Donc, caveat. Avant de commencer, les machines ne sont pas intelligentes. Les gens qui parlent des machines intelligentes, ça me tue. Les informaticiens vont vous dire qu'une machine, c'est pas intelligent. C'est bête. C'est on-off, point, à la ligne. Donc, mais on peut faire des choses avec des machines. Donc, on peut programmer. Par contre, on peut faire apprendre à la machine quelque chose, mais la machine ne fera que, malgré tout ce qu'on voit avec les fictions, la machine n'apprendra que quand on leur dit d'apprendre, ce qui est logique. Comprendre c'est important. La sagesse est important, et ça, on a tendance à trop oublier quand on fait trop de confiance à la machine, qu'en fine, une décision finale réfléchie, c'est uniquement un être humain qui a la sagesse, et ça c'est nous. Donc, on mélange les deux, la machine va nous faire beaucoup de choses, mais pas tout. L'autre chose, comme avertissement, puisque là je vais commencer à critiquer un petit peu, mais ce que j'ai dit c'est que tant qu'on m'enregistre, je ne serai pas trop dur avec mes critiques, ça viendrait après. On est dans l'obsolescence programmée en permanence. Soit
c'est ce que je viens de dire. Ma machine, c'est la version la plus récente de Mac, donc je me tromballe avec des adaptateurs, puisque Mac a décidé que à 30-40 € par pièce, il est intéressant qu'on doit acheter des machins comme ça. Ça veut dire que mes adaptateurs anciens ne marchent pas. La machine va devenir obsolescente. Ça, en fait, ça veut dire que nous ne pouvons pas utiliser les outils dont on a besoin. L'ancienne machine n'était pas suffisamment puissante. Là, j'ai acheté la plus puissante et ce n'est pas assez puissante. Donc, on travaille à distance et il y a plein de choses que je ne peux pas faire, sauf que monter à Paris pour travailler avec eux. Donc, ça, c'est un problème avec les machines. Sans parler du Wi-Fi. Moi, mettre à jour ma machine, la machine a dit il faut 3 jours pour télécharger. Ici à la fac, c'était beaucoup plus rapide, 2 jours. À l'INRIA, le centre d'informatique à Paris, 20 minutes. Mais ça veut dire que je suis dans un puits de choses probablement pas très bonnes pour notre santé, mais beaucoup plus rapides. Donc ça aussi c'est un problème puisque nous utilisons ce qu'on appelle les images TIFF. Les images TIFF, c'est le plus haut résolution d'une image. Parce que la machine a besoin de voir. Ça comme je dis, c'est très petit, donc c'est problématique. Mais le problème, c'est que pour télécharger une page, ça va me prendre un temps fou, et de toute façon, ça va prendre tout l'espace sur ma machine. Donc, le problème, on a toujours des problèmes avec les machines. On peut avoir des technologies en fin de vie. Actuellement, l'outil dont je vais parler est en fin de vie. La personne qui a créé l'outil va l'assurer jusqu'au mois de septembre. Je suis certain jusqu'au mois de septembre, puisque au mois de septembre, il ne sera plus sous contrat avec moi. Donc après, est-ce qu'il va le garantir ou pas? Parce qu'il va chercher un vrai emploi. Et ça aussi, c'est problématique. Donc on a des outils qui tombent en désuétude simplement parce qu'on n'a personne pour les garder. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on est en train de passer à l'intelligence artificielle qui, le temps d'une thèse va être mis en place, mais qui va prendre la maintenance par la suite. Et puis, bon, on a des systèmes, parmi les systèmes que j'utilise, Docker, c'est épouvantable parce que ça marche sur Mac, mais c'est sur Windows. Il faut un Windows Pro, donc c'est problématique. Java, qui est un outil de programmation, j'ai des outils qui travaillent sur Java 8. Donc, version antérieure. Donc, il faut que j'aie plusieurs versions de Java simplement pour faire tourner les outils. Donc, on voit en fait qu'on vend l'informatique, mais il faut être conscient qu'il y a des contraintes et c'est plus ou moins problématique. Donc ça, c'est l'avertissement. Maintenant que j'attaque des choses plus intéressantes, donc le cadre de mon travail. Le cadre de mon travail, c'est au XVIIe siècle, c'est l'évolution des dictionnaires en France entre les débuts des dictionnaires de l'Académie française jusqu'à entre Fertière et la suite. Je mets l'Académie della Crusca, puisque l'Académie florentine a été créée avant, c'est la première académie, et qui ont produit leur dictionnaire, le Vocabulario, en 1612, qui est l'ouvrage de référence. C'est la première fois qu'on fait un vrai dictionnaire monolingue. Donc, puisque on avait une reine qui avait des connaissances en Italie à l'époque, Richelieu a décidé de former l'Académie française avec parmi ses objectifs de créer un dictionnaire et un grammaire pour la langue française. Il a fallu 60 ans pour créer le dictionnaire. La grammaire n'est pas encore sortie, mais ils y travaillent. Mais, donc, on débute les outils, des études sur un dictionnaire. Le problème, c'est qu'ils sont 40, mais les gens ne sont pas nécessairement impliqués. On a pour moitié des nobles qui sont là parce qu'ils sont nobles, et pour moitié d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement intéressées par la lexicographie. Donc le travail est pris par Vaugelas, qui est un grammairien, qui est vraiment le grammairien du français, et que lui, il a travaillé perso sur les lettres A à I. Il meurt
en 1650, l'histoire dit que ces derniers mots sont bien là, je m'en vais, je m'en vais, l'un et l'autre se dit ou se disent. C'était un grammairien pinailleur. Donc, ça veut dire qu'il a pris tout ce temps pour pinailler, mais il n'a pas pinaillé plus ou moins bien pour penser à quelque chose d'autre. Il avait beaucoup de dettes à sa mort. Donc, le problème, c'est que qui allait prendre ses notes, etc. Parce que tout le monde s'est disputé. Il a fallu un certain temps pour que l'Académie puisse récupérer tous ses écrits, puisqu'il y avait pas mal d'autres personnes qui disent on va récupérer nos sous d'une manière ou d'une autre. Donc, ça veut dire que le dictionnaire de l'Académie n'a pas avancé. Puis, on a su une autre époque. L'autre époque, c'est ce qu'on appelle des jetonniers. Ça, c'est le mot entre un Furetière qui n'était pas très tendre avec ses confrères parce qu'il disait que les gens étaient là simplement pour toucher des sous. Ils venaient des réunions parce qu'ils touchaient des jetons. Donc, on n'avançait pas parce que plus on avait des réunions, plus on touchait des sous. Donc, les gens étaient là pour parler. Et effectivement, ça n'avançait pas. Donc, Furetière, c'est un abbé, mais je ne pense pas qu'il a fréquenté l'église très souvent. C'était surtout un bourgeois, gourmet, mais qu'il est devenu très impliqué dans le dictionnaire, c'était vraiment son dada. Donc lui, très exaspéré, il a décidé de faire son propre dictionnaire. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, il crée son propre dictionnaire. Finalement, le dictionnaire de l'Académie sort en 1694 avec un autre dictionnaire, un dictionnaire de termes, qui était basé sur un autre dictionnaire. En fait, le dictionnaire de 1694 a été totalement foiré. Ils se sont mis à travailler sur un autre dictionnaire immédiatement parce que c'était pas bien fait. C'est pas bien fait parce que ils voulaient prendre leur temps. Pour prendre leur temps, ils avaient un monopole. Le monopole, les droits de publier, les privilèges de l'époque, les droits de publier octroyés par le roi, c'était une forme de monopole qui disait qu'aucun dictionnaire pouvait être publié en France pendant la rédaction du dictionnaire de l'Académie. Ils ont pris quand même 60 ans. Et pendant les 20 ans qui suivaient la publication. C'est pas mal. Donc, en fait, ils voulaient bloquer le tout. Quelqu'un a osé les contrarier, c'est Richelet, César Richelet, mais c'était un Suisse, et son dictionnaire François était publié en 1690 à Genève, bien qu'il a travaillé avec un membre de l'Académie, Patrou, ça n'a pas été touché par le privilège, simplement parce qu'il a publié en Suisse. Furetière, par contre, a osé annoncer dès 1684 qu'il allait faire son propre dictionnaire. Ça a créé scandale. Un dictionnaire de termes. C'est ça qui est important, puisque ce que Furetière a vendu au roi, c'était un dictionnaire terminologique, puisque l'Académie ne travaillait que la langue polie. Donc, quand son essai est sorti, on a très vite vu qu'en fait, il avait envie de faire un dictionnaire complet, un dictionnaire universel, il appelait, qui allait inclure tous les mots utilisés par l'Académie. Donc, l'Académie faisait le nécessaire pour essayer de bloquer sa publication. Il y a eu des procès et finalement, il a perdu le privilège et il est mort en 1688 sans avoir publié et assez aigre. Par contre, il a pris contact avec un très grand philosophe français, Pierre Bayle, qui était basé aux Pays-Bas à cause de la révocation de l'Édit de Nantes, donc il a fui, il était basé aux Pays-Bas, et donc le dictionnaire est publié en 1690 à Amsterdam. Et puis, rapidement, en fait, le dictionnaire sort, l'Académie se trouve
un peu dépourvu, parce que le dictionnaire était très bien reçu, c'était illégal en France, mais très bien vu par le roi qui l'avait vu immédiatement. Donc, ils se sont mis des bouchées doubles pour sortir leur propre dictionnaire en 1694 avec un dictionnaire rival pour les terminologies. Mais qui était basé sur un autre dictionnaire et donc qui n'était pas très bien. Donc, que fait l'éditeur, Leers? Tout de suite, il dit, on est sur un filon, on ne va pas perdre de l'argent, on va refaire le dictionnaire. Donc, il demande à un autre réfugié protestant français, Henri Bagenage de Beauval, pour refaire le dictionnaire. Donc, on a un dictionnaire qui est corrigé, puisque le premier dictionnaire, c'est trop rapide, ce n'a pas été relu, donc il y avait plein d'erreurs. Une version corrigée, élargie, qui sort en 1701. Donc, ce que vous avez là, c'est une page de 1701, puisque c'est notre point de départ. Pour le mettre en contexte, donc, vous avez la lignée légitime de ce dictionnaire universitaire, qui est le Fertière 1690. Vous avez la première édition d'Henri Bazenage de 1701, une édition de 1702 qui est suspect, c'est le même dictionnaire mais en 2 volumes, et d'être publié si rapidement, on n'est pas certain que si c'est une version pirate, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis une autre version en 1708. Et puis, quelques années plus tard, il y a une version qui a été faite par un autre protestant, Bouteille-Rivière, qui est sortie en 1725 et puis complétée en 27. Ça, c'est la lignée officielle. La lignée illégitime, c'est les jésuites de Trévoux qui voulaient bloquer un dictionnaire vu comme un ouvrage protestant. Donc, dès 1704, ils ont sorti leur dictionnaire qui ressemblait drôlement à l'édition de Bazenage, y compris des coquilles. Ils ont ajouté des mots en latin, mais autrement, c'est un plagiat total. Donc, mais c'est un plagiat important dans l'histoire des dictionnaires et l'histoire des encyclopédies. Puisque, en fait, c'est la première fois qu'on a un véritable dictionnaire encyclopédique. On est avant l'encyclopédie d'Alembert et de Diderot. Donc, en fait, l'influence va être extrêmement importante. Donc, puis, on a des dictionnaires qui sont inspirés par les travaux de Bazenage et Fertière, dont Raphaël Bluteau, qui a fait le premier dictionnaire du portugais. Bluteau étant un Français né à Londres et éduqué à Rome, un jésuite. Et donc, il s'est basé sur le dictionnaire de Fertière et Bazenage. Chambers est connu pour l'encyclopédie, qui est le véritable point de départ pour les encyclopédies, et Chambers dit lui-même qu'il a utilisé le dictionnaire de Trévoux. Mais s'il a utilisé le dictionnaire de Trévoux, en fait, il a utilisé le dictionnaire de Bazenage. Donc, on voit, à partir de là, on est en train, nous, d'essayer de tracer tous ces dictionnaires à travers l'Europe qui ont été influés d'une manière ou d'une autre. Et puis, même le mot dictionnaire universel, parce que les dictionnaires universels de commerce de 1723, c'est un dictionnaire assez intéressant. C'est un dictionnaire qui est très long, il y a 900 pages ou quelque chose comme ça. Quand vous arrivez à page 800, le dictionnaire commence. Avant, ce n'est pas le dictionnaire, c'est un recueil sur tous les ports de commerce dans le monde. C'est très intéressant. Mais la partie dictionnarique, c'est beaucoup plus tard dans le livre, et assez petit, mais inspiré. Donc, on veut savoir si ces entrées ont été inspirées par ce qu'on trouve là-dedans. Ça veut dire que soit je passe beaucoup de temps à lire, soit on fait des analyses informatiques. Donc c'est ce qu'on va faire nous, c'est les analyses informatiques, puisque la machine, même si la machine est bête, la machine sait comparer et sait fouiner beaucoup plus rapidement que l'homme. Donc, on numérise. Pourquoi on numérise? Parce que le papier est fragile. Si je donne une semaine de notice, je peux avoir accès au dictionnaire à la BNF. Si je veux avoir le premier volume, il faut que je donne plusieurs semaines et qu'ils acceptent que je puisse toucher le volume puisque c'est très abîmé. Donc, c'est fragile. C'est aussi sémiologique.
Ce qui veut dire organisé pour nous alphabétiquement, qui veut dire que c'est difficile à explorer, puisqu'on ne peut pas... Il faut tourner plein de pages afin de trouver deux mots qui sont liés. Donc ça, c'est un problème si on veut vraiment travailler et fouiner dans les dictionnaires. Puis, on a les PDF. Mais les PDF, normalement, c'est qu'une image. Je vais revenir sur ça. Si le dictionnaire était mis en ligne, le Fertière 1690 est en ligne, le problème, c'est qu'un site web, c'est mot par mot. Donc, c'est toujours pas bien. Donc, nous avons besoin d'avoir tout le dictionnaire pour faire une fouille des données, de comparer plusieurs éditions, et donc nous utilisons un système qui s'appelle le TEI, Text Encoding Initiative, qui est un système de marquage, je vais vous montrer ça tout à l'heure, pour avoir la structure des données. Ça prend un temps fou, et donc notre objectif, c'est de faire ce que j'ai introduit avec ma collègue maintenant professeur des humanités numériques à la Sorbonne, Johanna Galleron. J'ai présenté ce projet il y a quelques années où nous étions en train de travailler semi-manuellement. Maintenant qu'on a des sous, l'objectif c'est de le faire de manière automatique et on avance très vite là-dessus. Donc on avance vite puisque on a commencé avec 0 sous, on a eu 3 000 euros du consortium Humanum qui nous a aidé à mettre en place les choses et puis maintenant on a beaucoup plus pour travailler sur le projet Banum qui est un projet ANR pour faire cette numérisation. Le projet Bagenage couvre le tout. Le projet Bagenage, on a commencé avec le codage de lettres C. Notre objectif, c'est beaucoup plus large, c'est de comprendre l'œuvre lexicographique d'Henri Bagenage de Beauval. C'est de répertorier tous les auteurs et tous les ouvrages cités dans le dictionnaire et d'analyser le monde lexicographique pour voir des relations entre les différents dictionnaires qui se font à cette époque-là. Et de cartographier ce qui arrive après, donc de voir les dictionnaires partout en Europe qui ont utilisé le système. Moi, je suis anglais. C'est assez amusant puisque on a été éduqué pour parler de Dr. Johnson qui a fait le grand dictionnaire d'anglais, le dictionnaire révolutionnaire. Et quand moi j'ai commencé à travailler sur Fertière, j'ai dit c'est Fertière qui a tout fait. C'était un homme de génie. Il a 100 ans avant Johnson, il avait vraiment réfléchi à ce qu'un dictionnaire devrait être. Et c'est lui qui a eu l'idée et c'est Bagenage de Beauval qui a transformé ça en vraiment un ouvrage de référence. Mais il faut pouvoir faire la publicité des bonnes choses. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire nous. Le projet Banum, c'est le parti vraiment informatique numérique. C'est de mettre dans ce format le premier dictionnaire entièrement. Ça, on aurait probablement terminé pour Noël, sur une version de base. Et puis de travailler sur les versions de travail sur les autres éditions. L'objectif de dire que si c'est exactement la même édition ou si c'est pirate, est-ce qu'il a fait des changements en 1708 ou il a simplement réimprimé puisque c'est une question de sous et ça se vend bien. C'est assez marrant pour des dictionnaires qui se vendent très très bien que c'est tellement rare de nos jours et difficile d'en trouver. Ça c'est absolument fou. Comment ça disparaît des dictionnaires comme ça? Mais ça se vendait très bien. C'est pour ça que l'éditeur Leers a décidé, je lâche pas la prise, on va faire une dernière version. Donc, on veut faire cette version-là, et puis, on va travailler aussi sur la version de Trévoux pour voir ce qu'ils ont changé, parce qu'ils ont changé des choses mineures là où c'était potentiellement protestant. Donc, ça, c'est les choses. Deuxième chose, c'est les créations d'outils, pour que d'autres puissent utiliser les mêmes outils de nous, et pour que je puisse faire d'autres dictionnaires par la suite. Et puis des outils d'extraction et d'interprétation des données, et les entités, ce qu'on appelle les entités nommées. Si je vais revenir là-dessus, pour que c'est plus facile à comprendre, mais en gros, les entités nommées, c'est tout ce qui on va regarder dans le dictionnaire, la page à un moment ou un autre, le nom des personnes, les noms de lieux, des noms d'institutions, etc. Donc, le projet Banum, c'est ça. C'est un consortium de trois institutions. Il y a moi, parce que c'est basé à Grenoble. Il y a le Sorbonne Nouvelle pour la partie parisienne. Et puis, il y a Almanach,
qui est le groupe de l'INRIA, l'Institut national d'informatique appliquée, qui va faire tout ce qui est intelligence artificielle. Nous sommes l'intelligence humaine, nous deux. Et puis, on a aussi, évidemment, une collaboration avec le TEMOS, parce que je suis très intéressé par deux aspects du dictionnaire. Les deux concernent le laboratoire, Bretagne Sud pour tout ce qui est terminologie marine, et Angers pour tout ce qui est le monde protestant, puisque le groupe d'Angers travaille sur le monde de protestants de cette époque-là, avec autour de Saumur. Donc, beaucoup de collaboration. Donc, les difficultés. Ça, c'est la version de 1708 qui n'a jamais été numérisée. Donc, on tourne les pages. C'est lourd. C'est pas évident parce qu'il faut tourner les pages. On prend des photos. C'est pas exactement confortable pour travailler. Mais on a fait pour démarrer nos travaux et on a constamment besoin de retourner quand on n'est pas sûr sur quelque chose, de voir l'original. Donc, ce n'est pas idéal. L'idéal, c'est probablement les microfilms, puisque c'est sûr. Le problème, c'est les microfilms, c'est que c'est vraiment une technologie sûre, mais un peu... c'est pas exactement moderne. Et quand ça défile, il faut pouvoir le lire sur place. Donc nous, l'intérêt des PDF, c'est qu'on peut les télécharger et travailler à distance. Le problème, c'est que, comme j'ai déjà dit, c'est des images basse densité, et donc on va avoir des problèmes de lecture, des problèmes pour que la machine le lit. Donc ça, c'est le PDF. Le PDF n'est qu'une image. Donc notre première étape pour nous, c'est de le rendre lisible par la machine. Donc, c'est ce qu'on appelle utiliser un OCR, la reconnaissance optique. Ça, c'est monnaie courante, tout le monde l'utilise, sauf que vous utilisez sur les ouvrages modernes. Nous, sur l'ancien, il y a énormément de problèmes. Et si vous regardez bien, on va voir rapidement les problèmes. Les problèmes incluent le fait que, quand tout dictionnaire, c'est une colonne. Donc, la machine doit reconnaître les colonnes. J'ai une version OCR où la machine a lu à travers. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai compris tout de suite. La machine a ignoré les colonnes. La première lettre est déplacée. Ça, c'est problématique aussi. Pour une des versions, la machine a décidé de couper les premières lettres. Donc, j'ai regardé et j'ai trouvé un mot qui était « extraire ». Pstant. Je me dis, c'est quoi ça? C'est très simple. Il a fallu refaire le travail pour que la machine décide que ça existe. Puis, il y a plein d'autres choses. On va revenir là-dessus, mais c'est intéressant de voir que c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a la qualité des originaux. Là, je vous dirai une page qui est propre. Mais quelquefois, on a des taches d'encre. L'encre fuit et il y a des ratures, il y a des problèmes des colonnes, il y a des retraits de paragraphes, il y a des ligatures. Les fameuses, ce qu'on appelle les S longues. Mes étudiants, très souvent, insistent à mettre des F. Et je dis, oui, les chasseurs. Les chasseurs chassent. Oui, non. Les chasseurs chassent. C'est un S. Donc, mais la machine a du mal à faire la différence. Donc ça aussi, il faut encoder. Les CT ligaturés, c'est très fréquent au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est un caractère qui n'existe pas, donc ça pose problème pour la machine. Donc ça fait partie de nos problèmes. Donc il faut former l'outil. Donc nous utilisons en fait deux outils. L'outil Transcribus, qui est un outil qui est créé à l'origine pour essayer de travailler sur les ouvrages anciens. C'est un projet européen. Ça devient payant, donc ça va être un peu problématique. Mes collègues de Paris critiquent le fait que c'est payant, mais je dis, mais c'est très simple. Il arrive un moment où il faut faire la maintenance. La maintenance, ça coûte. Donc il est logique qu'on demande... Le problème avec l'Europe, l'ANR c'est pareil, c'est qu'il finance pendant 3-4 ans, et puis il laisse tomber. Donc on n'a plus rien.
Donc, soit, ce que je dis au début, soit les outils deviennent obsolètes, soit on a moyen de les garder. Donc, nous, en fait, nous utilisons les PDF et on forme le système pour segmenter et lire le texte. Je vais vous le montrer ça tout à l'heure. Nous sommes en train d'utiliser un système qui s'appelle Kraken, qui est eScripta, c'est le même système. eScripta, c'est la version pour les manuscrits, puisqu'on commence à travailler sur les manuscrits. C'est des systèmes basés sur l'intelligence artificielle. C'est là où on va voir la différence, puisque l'intelligence artificielle est capable de travailler sur des logiques floues et de faire des essais jusqu'à ce qu'il arrive à ce que ça veut dire véritablement. On est actuellement fait des essais en cours. Le système Kraken, si vous allez sur le site web, il dit Kraken is a turnkey OCR, Fort Corpus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air très bien. En gros, ce que ça dit, c'est clé en main. C'est peut-être clé en main, mais on ne peut pas démarrer la machine facilement. Moi, j'utilise un autre outil derrière qui s'appelle Pedro, qui est notre étudiant en informatique, en intelligence artificielle, puisqu'il n'y a que Pedro qui sait comment l'utiliser. Donc, ce n'est pas exactement clé en main. Ça a aussi besoin des hautes résolutions. Donc, en fait, on a l'avantage de quelque chose qui travaille sur les mauvaises copies, quelque chose qui est beaucoup plus performant, mais on peut travailler uniquement sur les systèmes de l'INRIA. Transcribus, ça se ressemble à ça. En fait, première page du dictionnaire, le système, nous, on forme le système pour couper le texte en ligne, pour couper le texte en colonnes, et puis on va bêtement taper ce qu'on trouve dans le texte, 50 pages, puis 50 pages plus loin, simplement pour que la machine apprenne. Et puis, une fois l'apprentissage réalisé, la machine sait que le S long, on va coder nous en dollars. On le code en dollars parce que le signe dollar n'existait pas à l'époque. Donc, c'est très facile pour nous, par la suite, d'ajouter les S-long par la suite. On simplement dit, on remplace dollar avec S-long. Mais on forme la machine pour comprendre que c'est bien ça. Et on sort quelque chose de propre. Plus ou moins propre. Plus ou moins propre. Il faut retravailler là-dessus puisque la machine va faire des erreurs. Et la lexicographie, c'est probablement le seul domaine de l'édition où nous n'avons pas droit à l'erreur. On est censé être sans faute. Si vous trouvez la moindre faute d'orthographe dans un dictionnaire, vous pouvez vraiment râler puisqu'on est censé ne pas faire de faute. Bon, nous, on a travaillé sur l'ancien, mais on essaie de reproduire. Le problème de reproduction, c'est que la grammaire n'est pas la grammaire moderne. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les OCR de base, puisque eux, ils vont passer par Word. Et Word, comme tout le monde sait, c'est mieux que tout le monde et va essayer de corriger. Nous, il ne faut absolument pas corriger. Il faut accepter que c'est ça, la grammaire. Et puis, à partir de là, ici, on transforme en PDF. Pourquoi? Bon, vous allez voir. On transforme en PDF, puisque quand vous faites un OCR, ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière l'OCR, vous avez quelque chose comme ça. Ou au moins quand nous, on fait des PDF. Ça s'appelle Alto. C'est un système qui a été développé par la Bibliothèque de Congrès et la Bibliothèque nationale pour un système de PDF où tout est annoté. On trouve tous les caractères du texte avec leurs coordonnées. Notre machine a besoin de ça, parce que la machine, quand il commence à analyser le texte, a besoin de savoir exactement, ligne par ligne, où se trouve chaque caractère. Donc, derrière, il y a ça. Donc, notre PDF est en fait en deux couches. Une couche alto, qui décrit comme ça, et une couche image. La machine va travailler sur les deux couches pour reproduire. Après, nous passons sur le codage. La théorie, en fait, c'est si vous avez pratiqué les sites web, c'est à peu près la même chose, mais beaucoup plus complexe. C'est un système pour coder, pour reproduire les structures des textes. Donc, un dictionnaire est structuré en tomes. Nous avons 3 tomes. L'intérieur est structuré par lettres,
alphabétique, qui est intéressant avec Fertière parce que les U et les V sont mélangés, les G et les I sont mélangés. Donc, c'est quelquefois assez acrobatique pour nous pour retrouver nos listes. Donc, et c'est structuré jusqu'au niveau de 3 lettres. Un dictionnaire est toujours structuré au niveau de 3 caractères, en fait. Après, c'est alphabétique jusqu'à 3 lettres. Après, on s'en fout. Mais 3 premières lettres. Donc, ce que vous avez ici, c'est la section, la division ABS qui repasse un moment en division ABU. Ça, c'est une page propre. D'habitude, on a aussi les marques d'imprimeur. Donc, le système doit pouvoir ne pas éliminer, on n'élimine rien, nous, mais pouvoir le noter pour dire que ça ne fait pas partie des données du dictionnaire. Donc, on a les divisions. À chaque division, on a les entrées dictionnériques. Donc, le code, c'est entry. Après l'entry, on a la partie forme. Absinthe. Donc, absinthe ou absinthe, ça c'est la partie forme dans laquelle on va mettre l'orthographe, les mots, les 2 orthographes, et la partie grammaticale. Donc, on groupe toutes les informations grammaticales. Donc ça précède l'entrée du dictionnaire. L'entrée du dictionnaire, c'est par sens, avec les définitions, les étymologies, des liens externes et les sous-entrées. Donc, grosso modo, c'est la base de ce que nous souhaitons mettre automatiquement pour que la machine lit cette page-là et ajoute tous ces marqueurs dans le texte. C'est ce qu'on cherche à faire. En fait, ce n'est pas impossible parce qu'un dictionnaire a l'avantage d'être très structuré. Donc, nous utilisons un système qui s'appelle, ils ont un drôle de sens d'humeur, nos collègues de Paris, qui s'appelle GrowBid. Et en fait, GrowBid, c'est toute une série de systèmes. C'est développé en fait... Ouh, là, il y a une super faute. C'est un mot très, très compliqué, ça, que j'ai dû inventer. Ouh, mes doigts ont inventé un moment que je n'ai pas vu. C'est un système qui a été créé à l'origine pour la numérisation des comptabilités. Parce que les comptabilités sont des documents structurés et il est évident que beaucoup d'entreprises ont besoin de récupérer leur comptabilité papier sur un format numérique. Donc, le système a été créé puisque c'est des systèmes structurés. Notre postdoctorant, Mohamed, a été embauché pour travailler sur ce qu'on appelle GrowBid Dictionaries, qui est le système pour les dictionnaires. Je suis marqué parce qu'on dit avec un logiciel, c'est clé en main, c'est plug and play. GrowBid a besoin d'apprendre et en gros, vous avez besoin de Mohamed pour vraiment comprendre le système. Mais c'est un système qui va utiliser la structure pour le découper. Et il le découpe comme ça. C'est-à-dire qu'il travaille, on dit, en cascade. Première chose, c'est de couper le dictionnaire. De dire que à un premier niveau, on a les AB, les têtes, ça on ignore. On veut le corps du dictionnaire. Donc il va sortir ça. Les notes de bas, on en élimine. Dict strap, vous allez trouver à plusieurs fois. Scrap, c'est un morceau de papier. Donc en fait, c'est tout ce qu'on ne sait pas classer. Donc chaque fois qu'il a un problème, paf, dict scrap. Qui veut dire qu'on peut revenir par la suite et dire, OK, on va le classer. Mais quand il a un problème, paf, on va dire, comprends pas. En gros, ça veut dire ça. Donc, il fait à ce niveau-là. Après, donc, ça c'est assez rapide par la machine. Puis, on passe sur la segmentation pour trouver les entrées dictionnériques. Donc, la machine passe. Et il propose, et nous allons corriger. Donc, je vais revenir avec cette entrée tout de suite. Mais, donc, en fait, le train Lorient-Paris, c'est 3 heures. Pendant 3 heures, entre Lorient et Paris, je peux, tac, 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 c'est stupide, tac, 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 pourvu qu'on ne me bête pas
avec un contrôleur qui est mon mobilier, tac, 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 tac. Je passe sur des pages et des pages et des pages, simplement pour dire ça c'est une entrée, ça c'est une entrée, ça c'est une entrée, ça c'est une entrée, sur les échantillons. Mais il faut faire plusieurs fois. Donc après la machine, on va le repasser sur la machine voir ce que j'ai noté, puisque là, en fait, je groupe dans le bloc forme la partie orthographe et la partie grammaticale. Dans un dictionnaire moderne, c'est simple, sauf que Fertiat, il va faire ses commentaires. Selon l'Académie, mais l'Académie a tort, ça se prononce. Et donc, il va mettre plein de commentaires. Donc, ce n'est pas si facile comme ça, mais nous, on doit passer, apprendre à la machine. Puis, on va repasser, une fois qu'on a fait cette entrée, on va former les différents blocs, le sens, l'étymologie, etc. Donc, on repasse encore. Et, par exemple, là, on repasse pour dire que ça, c'est l'orthographe, ça, c'est le bloc de grammaire. On a une réunion vendredi, donc à la suite de la réunion vendredi, on aurait fixé les règles et 3 heures de train pour le retour. Je vais passer là-dessus pour dire que ça, c'est le parti discours, ça, c'est le genre. Ça, c'est le parti discours, ça, c'est le genre. Donc, même chose. Donc, une fois, c'est pour ça que je dis pour Noël, on aura le dictionnaire, parce qu'on va faire ce travail totalement stupide, mais qui est l'apprentissage pour la machine. Une fois qu'on a fait ça, les 3000 pages du dictionnaire vont passer très, très rapidement. Donc, ça, c'est l'apprentissage machine, c'est très bien. Tant qu'on a un Mohamed, c'est parfait. Pourquoi l'intelligence artificielle? Deux choses. Une machine peut apprendre, mais ne peut pas deviner. L'intelligence artificielle, c'est pour deviner, puisque l'intelligence artificielle accepte la logique floue. Donc, la machine va utiliser toutes les connaissances qu'on a nous, mais peut construire ces modèles à partir des textes. Donc, il y a un apprentissage, mais il va partir des textes. Donc, c'est le modèle qu'on est en train de créer. Ça n'a même pas de nom pour le moment, mais c'est le modèle qu'on est en train de créer pour la suite. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'on a vraiment besoin de Rolls-Royce? Moi, j'ai une Dacia qui roule très bien. Ça coûte beaucoup moins cher qu'une Rolls-Royce. Donc, est-ce qu'il est toujours intéressant de courir avec de l'argent, parce que ça coûte toujours après les outils qui vont être, on dit, plus performants? C'est une question. Le problème qu'on a là, c'est qu'il faut un corpus de travail. Il faut qu'il voit des textes. Et les textes, en fait, manquent. Puisque c'est le serpent qui mord la queue, on a besoin de numériser des textes du XVIIe, XVIIIe siècle. Il existe bien en PDF à la BNF, mais pas en version lisible par machine. Et donc, on a insuffisamment de textes pour pouvoir faire ce travail. Il nous faut des textes non corrigés. Il ne faut pas que ça soit corrigé pour l'orthographe, puisque les gens ont tendance à dire que on va corriger l'orthographe, ni pour la grammaire. Donc, c'est un peu notre problème pour le moment, c'est de pouvoir récupérer des textes pour faire la partie de suite. Pendant qu'on fait ça, on est en train de faire quelque chose qui est aussi par apprentissage, mais qui est la recherche des entités nommées. Named Entity Recognition and Disambiguation. Nerd en anglais, c'est-à-dire un crétin. Donc, c'était choisi parce que ça a le double sens. Mais pour nous, c'est reconnaissance et désambiguation, c'est très important, des entités nommées. Ça peut être des lieux, comme les Pays-Bas, problématique à l'époque, puisqu'on a plein de lieux qui n'existent plus de nos jours, parce que les noms des lieux changent, les pays changent de frontières, les noms de personnages, comme M. André, je vais revenir sur lui, les institutions, parce qu'il y a plein d'institutions, les noms de pays, donc tout ça, on cherche, et normalement, la machine va apprendre à les identifier dans le texte, mais une fois que la machine a identifié et classifié, il faut un être humain, parce qu'il va falloir relire les listes. Donc, on va voir certaines choses dans les textes, mais je vous donne un exemple sur l'écran d'abord. Avec cabriole ou capriole, ça c'est un problème pour nous.
substantif féminin. Élévation du corps, saut léger et agile, etc., etc. Donc, l'auteur des réflexions sur la langue françoise. D'abord, il faut qu'on trouve ce bouquin. Bon, en fait, c'est pas trop difficile. Je vous montre ça, c'est pas difficile de trouver ce bouquin, mais il y a d'autres bouquins comme La logique. Oui, mais quel bouquin? Puisqu'en fait, le gros problème, c'est que lui, il savait, il connaissait à l'époque. Donc, il s'écrivait pour les contemporains qui connaissaient les bouquins à la mode. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile dans certains cas. Mais, donc, on a le nom de l'ouvrage, mais qui est l'auteur? Ça, on a besoin de savoir. Il ne parle pas de l'Académie française, il parle des messieurs de l'Académie française. Parce qu'il est en foi avec eux, donc c'est ces messieurs, mais parce qu'il veut pointer certaines personnes, il parle de l'Académie en totalité. Et puis, on a des abréviations comme MEN. Donc, tout ça, ça va être à repérer. Dans la page, si vous prenez vraiment le temps, vous pouvez regarder. Moi, j'ai passé avec un marqueur pour marquer que les peuples de Midi, la machine doit trouver ça. Je ne sais pas ce que c'est les peuples de Midi, mais il faut noter. Berne. Qui est Berne? C'est une abréviation. En fait, c'est la Brière. Maintenant, je sais. Mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident pour la machine non plus. Mal, Port-Art. En fait, c'est Port-Royal. Là, on sait. Le Clou. C'est la princesse de Clèves. Parce qu'en fait, le livre était très lu à l'époque. Donc, moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui disent, mais qui est la... Je dis, non, c'est pas quelqu'un, c'est l'ouvrage. Parce qu'en fait, on ne voit pas la différence, c'est simplement une abréviation pour lui. Grèce, l'Égypte. Et puis, on a une personnes qui sont nommées. Donc, Vaugelas, Malherbe, Ménage, l'Académie française est nommée. On a un fameux 2M à la fin de l'absente. Donc, ce que la machine doit apprendre, c'est de pouvoir désambiguer des abréviations. Ça, c'est quelque chose qu'on fait nous. Donc, je dois chercher moi-même pour résoudre les problèmes. Nous avons de la chance qu'il y avait un index des abréviations dans le dictionnaire. Ça, c'est une chance. Le problème, c'est qu'il n'est pas respecté. Les abréviations, et la plupart des abréviations ne sont pas là. Et le fameux 2M que je vais vous montrer là, il n'est pas dans la liste. Et quand quelquefois, on va chercher, quand on a une citation, on va chercher, on va fouiner, on va passer un temps fou pour chercher la citation pour retrouver l'auteur. Mais là, quand on dit, on ne sert que des feuilles et des... Ouh là, j'ai du mal à voir... c'est tout petit de cette plante. Non, ce n'est pas une citation, donc qui est de M? Peut-être on va trouver, mais ce n'est pas évident. Donc, la machine va d'abord isoler et essayer de classer les entités. Il va utiliser les index que nous avons créés, nous, pour pouvoir dire, ça c'est un nom de lieu, ça c'est un nom de personne, et ça, je peux désambiguer. Parce que quelquefois, il y a plusieurs personnes. Les Corneilles, il y avait deux. Donc, c'est lequel? Souvent, ils parlent des frères, ou simplement les Corneilles. Donc, il faut travailler sur les abréviations, qui n'est pas du tout évident. Et puis, on va chercher les personnes. Normalement, on essaie de faire tout ça avec la machine. Comment on le fait? On le fait avec les connaissances. Ma collègue Johanna est une spécialiste du XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, c'est à partir de 1640 environ. C'est pas le siècle classique. Donc, elle connaît très bien la période 1640 jusqu'à la Révolution. Donc, elle peut repérer les gens. Mais on a énormément de personnes citées. Donc, ce n'est absolument pas évident qu'elles connaissent tout le monde, puisqu'il y a énormément de gens en sciences, les gens obscurs. Donc, quelquefois, nous avons d'abord les spécialistes. Puis, Gallica, le BNF, leur catalogue va nous aider à trouver les gens, puisque si c'est cité ici, c'est probablement publié en français. Si c'est dans la langue française, pas trop de problème. WorldCat, pour les bibliothèques mondiaux. Là, en fait, eux aussi, ils ont des catalogues.
ISNI, le International Name Identifier, c'est aussi une source où on va chercher, évidemment, Wikipédia, puisque Wikipédia n'est pas si nul que ça, loin de s'en faut. Et puis, les archives, où on passe un certain temps à regarder. Mais, donc, la machine ne peut pas faire ça. La machine n'a pas ça. Mais la machine peut chercher sur le web. Et donc, quand on cherche sur le web, on trouve Amazon qui vend tout et n'importe quoi, mais là, WorldCat, donc on trouve le nom de l'ouvrage et l'auteur. Ça, c'est... Donc maintenant, j'ai l'auteur de mon ouvrage. Après, je fais une recherche dans ISNI qui est censée répertorier tous les écrivains et je tombe sur André... ah non, c'est pas lui. Pour une raison que j'ignore pour le moment, quand on fait la recherche sur André, il n'est pas listé. Quand je fais des recherches par d'autres moyens, je trouve pas mon personnage, puisqu'il existe, il a un code. Le code de désambiguation, ça veut dire que quand on met le code dans notre système, on est sûr, toujours sûr que c'est lui. Mais, donc, toutes les variations sur son nom, mais il n'est pas dans la liste. Heureusement, il demande qu'on les contacte quand il y a un bug dans le système. Ils sont très très rapides et donc je suis souvent en correspondance avec le British Library qui se met en correspondance avec le BNF puisque c'est British Library qui gère l'ensemble et puis il vient sur les foncés pour corriger. Et donc c'est un travail d'aller-retour avec nous qui en fait qu'on améliore les listes. Et une fois qu'on a passé tout ça, ben, on trouve Wikipédia, on sait qui il est et on a toutes nos informations. Et on peut remplir notre base de données que nous utilisons, nous, pour chercher les informations clés dont on a besoin, nous. C'est le nom du personnage, les dates de naissance et les dates de décès. Je dis toujours à mes étudiants, c'est très important quand ils font des codages, qu'on a des informations qui parlent à des machines et des informations qui parlent aux êtres humains. Ça, c'est pour les êtres humains. Ça, c'est pour la machine qui va lire ça. Donc, on ne connaît pas la date exacte, mais on connaît parfaitement la date de sa mort. Donc, la machine va chercher pour pouvoir donner les dates exactes de la personne. On met les codes pour les pays, on va ajouter les informations, les codes de géolocalisation aussi, parce qu'on a des endroits qui ont changé de... Ben, les frontières même de la France ont changé de... On a changé un petit peu de frontières quand on a décidé de s'octroyer des territoires à droite et à gauche. Donc, on sait que c'est un homme, c'est important, puisqu'il cite pas mal de femmes. C'est très important pour l'époque de voir qui il cite. On cherche à savoir la différence entre les réseaux catholiques et les réseaux protestants, puisque c'est deux mondes. Ce n'est pas qu'ils s'affrontent, ils travaillent bien ensemble, mais c'est simplement que c'est deux mondes. Le monde catholique français est centré sur Paris, l'autre monde est dispersé. Donc on voit la dispersion de savoir de l'époque, et donc d'autres informations. Bon, l'idée, c'est que le système va chouiner et remplir ça automatiquement pour nous, au maximum. On n'aura plus à le faire manuellement. Ça, c'est le principe. Mais il y aura toujours des choses à faire manuellement, simplement parce qu'il ne va pas tout trouver. Il y a énormément d'ambiguïté. Donc, moi, je suis assuré jusqu'à la fin de ma carrière, au moins. Et donc, après, on code. Donc, le texte que vous avez vendu au début, on va rentrer le code pour la personne. Il n'est pas mentionné, mais on a une référence pour quelqu'un RS pour dire qu'il est mentionné. On a le code pour l'ouvrage, et on a un code pour l'académie, et on a désambigué MEN pour noter que c'est Gilles Ménage, le lexicographe et historien de la langue française de l'époque. Donc, on va mettre toutes ces informations-là pour pouvoir retirer l'information par la suite. Bon, ça c'est la partie informatique. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et dites-moi quand je parle trop. Oui, mais je vais avancer un petit peu vite. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui a écrit le dictionnaire. Ça semble évident, mais que Fertier a travaillé pendant longtemps avec l'Académie française, avant qu'on lui vire.
En fait, c'était lui le moteur après le décès de Vaugelas. Donc, est-ce qu'il a utilisé les définitions de Vaugelas? Le seul moyen, c'est de comparer pour voir ce qui peut être de lui et ce qui peut être de Vaugelas. C'est pas trop difficile puisque Vaugelas a travaillé sur le A à I, donc tout ce qui est après le I, évidemment, ça doit être quelqu'un d'autre. Donc on peut pouvoir comparer avec la machine. Pour ça, on a besoin de tous ces codages avant. Les révisions, mais autrement, c'est Fertière qui a tout écrit, en principe. Basnage, il n'a pas tout écrit. Lui, il a décidé d'utiliser les experts. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'on fait un pas vers l'encyclopédie, on accepte qu'on ne sait pas tout, donc on va demander à des experts. Donc, il a révisé les textes, donc c'est probablement oui. Mais quand c'est une réécriture, on va voir si les réécritures sont dans ses intérêts, puisqu'il était un juriste. Est-ce qu'il a réécrit tous les parties juridiques parce qu'il avait des connaissances là-dedans? Ça, il faut qu'on compare. Il dit qu'il a utilisé un médecin, Dr. Regis, donc on ne connaît rien, médecin à Amsterdam, qui a fait tout ce qui est botanique, tout ce qui est médical, etc. Donc on veut trouver le style de ces personnes-là et peut-être d'autres. Un exemple, quand on travaille sur le mot jardin et jardinage, le mot, ça c'est l'édition Fertière 1690 et la version 1701, rien n'a changé, copié, tel quel. En noir, c'est la version 1690 et on a ajouté un texte avec deux autres personnes citées, La Cantini et M. Fatio. À ce moment-là, la question se pose, c'est que, est-ce que c'est Basnage? On pense que Basnage, puisqu'il était poussé par le temps, a littéralement fait le dictionnaire avec du coupé-collé. Il coupait ce qu'il voulait garder et il colle ses propres notes. Et donc l'imprimeur a simplement ajouté quelque chose à la fin. Ça nous donne deux livres, puisqu'on cherche la bibliothèque idéale. Deux livres, bon, La Cantini, ce n'est pas un problème. C'était la jardinier du potager du roi. Donc, très connu. Et puis, quelqu'un de beaucoup plus obscur, qu'on n'a pas trouvé facilement, qui est Fatio, qui était en fait un mathématicien qui a travaillé surtout sur l'astronomie et de l'astronomie, il a travaillé sur l'emplacement des serres pour mieux faire pousser des fruits. Donc c'est une révolution. Mais c'est un membre de l'Académie royale en Angleterre. Or, Basnage de Beauval était aussi membre de l'Académie royale d'Angleterre. Donc il est possible que lui, il a récupéré ça. Donc c'est un bouquin qui était sur son bureau. Par contre, quand on regarde le mot prunier, ça, c'est ce qu'on trouve dans Fertière. Arbre qui porte les prunes. On dit proverbialement, il est sot comme un prunier. C'est très utile de passer dans une phrase. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais on peut toujours le dire. Mais ça, c'est la définition en 1701, qui est nettement plus longue. Donc là, on pense que ça, c'est le docteur Regis, puisqu'il a pris son temps pour donner son point de vue. D'autant plus qu'il dit que ça a un emploi médical. Donc, avec ces indices-là, quand on a fait plusieurs analyses, notre objectif, c'est de pouvoir passer la machine pour réparer les changements. On veut travailler à réparer les étymologies. Très souvent, les étymologies sont introduites n'importe où dans le texte avec « ce mot vient de » et latin, grec, etc. Ou auteur dérive ce mot, souvent ménage ou ducange ou quelque chose comme ça. Donc, la machine, on dit à la machine, ces phrases-là introduisent une étymologie, donc la machine va décider que c'est une étymologie, il va le marquer comme tel pour qu'on puisse retirer les étymologies. Les termes, puisqu'on est intéressé par les termes de domaine, termes de marine, en termes de marine, et donc la même chose, la machine va pouvoir les réparer. Puisque notre objectif, c'est par la suite d'utiliser quelque chose que j'ai créé il y a plus de 20 ans, qu'on appelle les réseaux collocationnels, où la machine va pouvoir travailler de manière automatique de trouver tous les termes, qu'ils soient signalés ou pas. Pour le moment, ça c'est la liste de tous les termes de marine trouvés dans le dictionnaire. Mais c'est une liste de fourre-tout, c'est une liste alphabétique. Donc, maintenant, on doit passer pour pouvoir essayer de voir de quoi on parle
Quelquefois, c'est les manœuvres, ça peut être le ravitaillement, ça peut être la maintenance. Il y a plein de possibilités, donc on va travailler sur cette liste-là. Mais c'est déjà d'avance. Puis, comme je dis, on va travailler sur la suite. On va regarder le plagiat, on va regarder d'autres dictionnaires. Bluto, Raphaël dit qu'il a utilisé la version 1701, mais un collègue portugais a travaillé sur le dictionnaire. Il trouve que certaines citations viennent de l'édition de 1690. Or, Bluto était à Paris à cette époque-là, donc il a probablement connu Fertière. Donc, on va travailler pour voir ce qu'il a pris dans l'un ou l'autre dictionnaire. Chambers, lui, il dit qu'il utilise les travaux, mais utiliser les travaux, c'est utiliser l'image. Donc, pareil, on va voir garder. Et puis, ça, c'est simplement... je pense qu'il y avait une campagne active. Ben, si, je pense. Il y avait une campagne active pour écarter le travail de Fertière et Banage. Les jésuites ont tout fait pour interdire le dictionnaire sur le territoire français. Et donc, entre l'influence qui était très importante de l'Académie française et l'influence des jésuites, il y avait une campagne d'oubli. Le grand historien du dictionnaire, Bernard Quemada, ne donne le mot de Banage que 5 fois dans son ouvrage. C'est comme s'il n'existait pas. Simplement parce que les gens n'ont jamais regardé. Donc nous, on a essayé de retrouver. C'est pour ça qu'on organise une réunion à Paris où on a des gens qui vont venir un petit peu partout en Europe pour comparer leurs dictionnaires, parce qu'on a des dictionnaires d'Italiens qui ont évidemment, quand on commence à travailler informatiquement de retrouver des traces qui ont utilisé ces dictionnaires. On a des dictionnaires italiens, des dictionnaires danois. Il était en contact avec Leibniz, donc le côté allemand avec l'encyclopédie qui n'a jamais été réalisé. Donc, c'est de pouvoir utiliser avec les outils l'intelligence artificielle pour faire avancer l'intelligence humaine, mais qu'on n'ait pas une lecture suffisamment rapide et ça va nous aider. Donc, pour conclure, on travaille avec la lecture, avec les yeux. C'est quelque chose que je répète à mes collègues informaticiens de Paris assez souvent, que quelquefois, il faut simplement lire, parce que c'est quand on lit, on va trouver des choses intéressantes et le dictionnaire est fascinant. Mais on a besoin de lire pour faire l'encodage manuel, puisque la machine doit apprendre à partir de ce qu'on fait nous. J'ai passé un après-midi récemment uniquement sur la partie grammaire. C'est moi et Mohamed, bon, il y avait d'autres personnes, aller-retour sur le... Il a fallu un après-midi pour mettre ça au point. Donc, on a besoin de construire des modèles. Et puis, l'apprentissage de machine va utiliser un modèle qui est imposé. L'intelligence artificielle, c'est que la machine va créer ses propres modèles. C'est pour ça qu'on essaie d'avancer. Mais l'intelligence artificielle, c'est très intéressant. Mais sans nous, heureusement, rien ne se fera. Merci.